Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bienvenue alors à tous et à toutes. Nous allons commencer cette soirée brésilienne sur les problèmes du racisme et de discrimination avec un livre extrêmement intéressant qui a été écrit par Madame Cida Bento, qui a une double expérience intéressante, d'ailleurs une expérience évidemment universitaire aujourd'hui, mais elle a vécu dans le monde du travail, comme dans les relations humaines, comme directrice des relations humaines, qui est un lieu stratégique où l'on peut mesurer les problèmes de discrimination. Alors le livre, m'a beaucoup intéressé parce qu'il porte sur le Brésil, un pays qui m'intéresse beaucoup. En tant qu'historien, je dirais, moi je suis très partisan de l'histoire connectée, que ça m'a fait penser à d'autres situations dans d'autres pays des Amériques, aux États-Unis bien entendu, mais pas simplement, au Pérou, en Colombie, en Uruguay, d'autres pays où il y a des communautés noires ou des communautés autochtones qui ont un vécu qui est relativement le même. Ce qui me fait dire que ce que vous décrivez, ce dont vous parlez, est révélateur non seulement de la colonisation, mais aussi des conditions de l'indépendance. C'est-à-dire que dans le continent américain, à la différence de l'Afrique, l'indépendance s'est faite avec les colonisateurs. Ça a été un règlement de compte entre les administrateurs coloniaux portugais, espagnols ou anglais et les créoles, donc les descendants de colons européens blancs installés dans ces pays. En Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud et peut-être la Rhodésie qui ont vécu une situation identique. Et c'est ce qui ça m'a renvoyé à beaucoup de situations. J'en citerai simplement une seule. Il y a eu un président noir en Colombie en la fin du 19e siècle qui est resté totalement oublié jusqu'en 2016. On avait fait un tableau de ce président qui avait été envoyé à Paris pour être blanchi. Et une fois que le tableau a été blanchi, on l'a pas envoyé à la présidence de Colombie, mais on l'a casé dans un grenier du musée historique de la ville de Carthagène, d'où il a été retiré grâce à l'insistance d'un grand sociologue colombien, Fals Borda, en 2016. Et en 2016, donc, le tableau a été restauré pour redonner sa couleur au personnage et l'installer dans l'ordre chronologique à sa place dans la galerie des présidents de la Colombie. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire qui m'a renvoyé aux États-Unis, à la Colombie, au Pérou, et donc à ce continent américain qui a vécu sur des fausses indépendances, des indépendances qui ont été confiées pendant des années aux minorités créoles, aux minorités européennes et donc blanches. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'après les indépendances, tous ces nouveaux pays ont maintenu l'esclavage, le Brésil étant le cas le plus extrême, jusqu'en 1888. Bien, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous laisse la parole, ou je la laisse à l'éditrice, que je félicite une fois de plus pour le grand travail qu'elle fait avec les difficultés que l'on sait aujourd'hui en raison de l'inflation, pour faire connaître tout ce qui se dit, tout ce qui se fait au Brésil. Merci Jean-Jacques. Alors moi je vais pas du tout parler, puisqu'en fait aujourd'hui je vais vraiment être l'interprète de Cida, donc c'est-à-dire que je vais être sa voix française. Donc quand je dirai ce ne sera pas je Paola, ce sera je Cida. Donc voilà, je m'éclipse complètement, mais je laisse la main à Délie qui va modérer la rencontre et poser les questions. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Je m'excuse par avance parce que je sors d'une grosse pharyngite, donc j'ai la voix encore un petit peu enrouée. Je l'avance un petit peu plus? Ok, là c'est mieux. D'accord. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir Cida.
Bonsoir Paola, je vous espère en forme. Bonsoir Monsieur Kolianski. Merci pour cette introduction qui nous donne du contexte important pour la discussion que l'on va avoir dans quelques instants. Et merci à la Fondation Jean Jaurès pour l'accueil et votre intérêt pour des sujets aussi importants dans un contexte assez généralisé en France où c'est assez difficile de parler de certains sujets, dont l'antiracisme. Et cette discussion s'inscrit en quelque sorte dans le prolongement de celle que nous avions eue ici en mars dernier autour de Lia Weiner-Schuckmann, qui est aussi une autrice, une psychologue brésilienne et l'une des plus importantes chercheuses brésiliennes sur la question raciale. Nous avions parlé avec elle en mars dernier de son livre Famille mixte, tension entre amour et couleur de peau. Et ce soir, nous avons la chance de pouvoir échanger avec une autre pointure, Cida Bento. Avec elle, ce soir, nous allons pouvoir parler du Pacte de la Blanchité, qui est le tout dernier livre traduit et édité par la fabuleuse maison d'édition indépendante Anacaona, dont nous avons ici la fondatrice. Et le catalogue de la maison d'édition Anacaona est très riche, centré autour des féminismes, de l'antiracisme et des identités brésiliennes. Donc, pour présenter notre invitée ce soir, Cida est docteure en psychologie et elle a été l'une des pionnières des études sur la blanchité au Brésil. Elle est aujourd'hui une référence dans ce domaine et elle a été élue en 2015 l'une des 50 personnalités les plus influentes au monde dans le domaine de la diversité par le magazine The Economist. Et elle nous invite cette fois-ci à regarder celles et ceux qui, pour se maintenir au centre, repoussent toujours les autres à la marge. J'ai lu son livre, Le Pacte de la Blanchité, que vous voyez juste ici, dans le cadre de ma page de lecture Overbookée, que je vous invite à suivre. Et je l'ai trouvé non seulement passionnant, mais en plus très très clair. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parte de l'absence de reconnaissance du passé colonial et esclavagiste du Brésil et de l'absence de reconnaissance des impacts positifs pour les personnes blanches encore aujourd'hui. Et Paola dit de ce livre que réfléchir à la blanchité, c'est arrêter de considérer le groupe blanc comme le groupe universel de référence, la norme, et c'est réfléchir aux privilèges symboliques et matériels attachés à cette identité. Et moi, je pense que tu seras d'accord avec moi, que réfléchir à la blanchité, c'est peut-être un préalable nécessaire pour s'intéresser aux luttes antiracistes. Et c'est donc avec une joie immense que l'on accueille aujourd'hui Cida Bento, qui commence avec nous sa tournée en France et en Belgique, je crois. Et avec elle, on va pouvoir échanger et comprendre davantage les enjeux attachés à la blanchité et son importance donc pour la compréhension des luttes antiracistes. L'idée de cette discussion, c'est que l'on puisse se nourrir du livre de Cida pour reprendre le contexte spécifique brésilien et essayer d'interroger les structures racistes de nos sociétés au Brésil, mais aussi en France. À toutes fins utiles, je crois que l'on peut rappeler, comme on l'avait fait en mars, que pour parler de blanchité, on va parler de race, que la race n'existe pas au sens biologique, qu'on va en parler comme un concept de science sociale qui est le produit d'une histoire violente et un outil utile pour comprendre le phénomène du racisme. Les règles de cette discussion sont assez simples. On va avoir une petite heure pour poser les bases de cette discussion et ensuite ce sera à votre tour de poser vos questions à Cida. On peut tout se dire dans nos échanges tant que c'est fait dans le respect. Comme l'a dit Paola tout à l'heure, elle va assurer la traduction entre le français et le portugais brésilien. Je vais essayer d'introduire Cida en portugais brésilien à mon tour, même si c'est un petit peu limité. Ensuite, je pense qu'on pourra l'applaudir et lui réserver le meilleur des accueils. Donc Cida, merci infiniment d'être avec nous. É uma grande alegria tê-la aqui hoje. Não tenho dúvidas de que teremos intercâmbios enriquecedores. Que seja bem-vinda, Cida. Obrigada. Je vais pouvoir commencer par une toute première question et vous pourrez peut-être compléter pour vous présenter davantage. Cida, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique et professionnel et ce qui vous a amené à vous intéresser aux questions de la blanchité? Começa. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Bonsoir à toutes et à tous ici présents. É prazer muito grande estar aqui. Foi muito esperado esse momento. Je suis très heureuse d'être ici. C'est un moment que j'ai attendu très longtemps. Comecei minha vida... Bom, sou de uma família... Somos 8 irmãos. Donc, je viens d'une famille où nous étions 8 frères et sœurs. Tenho uma irmã e 6 irmãos.
meu filho que está aqui e meu neto que está aqui, que são importantes na minha vida. Et donc, nous étions 7 garçons, une fille, une sœur. Et puis, il y a aussi mon fils qui est ici et mon petit-fils qui est ici, qui sont des personnes importantes pour moi. E minha nora Camila, que está me ajudando a entrar agora nas redes sociais. Entramos ontem com este livro, Et donc, porque não gostava. Et il y a aussi ma belle-fille, Camille, qui me pousse à rentrer dans les réseaux sociaux. Et donc, on a commencé hier soir avec ce livre. Bom, venho de uma família de 8 filhos. Minha mãe era servente, meu pai motorista. Donc, je viens donc d'une famille de 8 enfants où ma mère était employée domestique et mon père était motoriste. Isto. Était chauffeur. De uma das regiões mais negras de São Paulo, que é a Zona Norte. Et donc, je viens d'un des quartiers les plus noirs de São Paulo, qui sont les quartiers nord. Minha vida profissional inicia como professora. Donc, ma vie professionnelle a commencé en étant professeur. Depois, psicóloga organizacional. Et ensuite, j'ai été psychologue organisationnelle. E toda a minha trajetória passa por dentro das organizações, por interesse muito grande que eu tenho nesse tipo de trabalho. Et ensuite, toute ma trajectoire professionnelle est passée par ces organisations, ces institutions, pour lesquelles j'ai beaucoup d'intérêt sur le marché du travail. Meu mestrado, estudei a voz de trabalhadoras e trabalhadores, tentando compreender como é que um país onde o racismo é crime consegue manter apenas pessoas brancas e homens nos lugares de direção das principales instituições. Et donc, pour mon mémoire de maîtrise, en fait, j'ai cherché à interroger des travailleurs et des travailleuses en me demandant comment est-ce que c'est possible dans un pays où le racisme est un crime. Eh bien, malgré tout, tous les centres décisionnels et les places de pouvoir sont occupés par des hommes blancs. Ouvi os trabalhadores no mestrado. Et donc, j'ai écouté pendant cette maîtrise ces travailleurs. E eu trabalhava na área de recursos humanos, selecionando, desenvolvendo, treinando pessoas em grandes empresas. Et à l'époque, je travaillais dans les ressources humaines, où en fait, donc, je sélectionnais les candidats et ensuite aussi, je participais à leur formation pour des grandes entreprises. E num estado em que a cada 10 pessoas, 4 são negras. Et donc, dans un État, l'État de São Paulo, où sur 10 personnes, 4 personnes sont noires. As pessoas negras e as mulheres, principalmente mulheres negras, nunca estavam em cargos de decisão, de vanguarda. Et en fait, donc dans cet État, en fait, les places de pouvoir n'étaient jamais occupées par les femmes et encore plus par les femmes noires et par les hommes noirs. Sim. E no doutorado, eu procurei compreender pouco mais o que acontecia nas instituições. Et donc, dans mon doctorat, j'ai cherché à comprendre un petit peu plus ce qui se passait dans ces institutions. Ouvindo chefes. Et là, en fait, j'ai cherché à écouter les chefs. E profissionais de recursos humanos para entender como é que, sem uma regra racista, mantínhamos todas as lideranças masculinas et brancas. Et donc là, en fait, j'ai cherché à interroger donc les chefs, les professionnels de ressources humaines, pour comprendre comment, dans un pays où il n'y avait pas de règles racistes, malgré tout, les postes de pouvoir étaient réservés à ces hommes blancs. Então, uma coisa muito importante também, ouvia muito falar de problema de racismo. Et donc, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que j'entendais toujours parler de ce problème de racisme. Vivia o problema do racismo. Je vivais le problème de racisme. Crianças negras têm pior desempenho na escola. Les enfants noirs ont les pires performances à l'école. Trabalhadores negros estão nas piores posições no mercado de trabalho. Les travailleurs noirs sont en bas de la pyramide sur le marché du travail. Mas cadê os brancos? Mais ils sont où les blancs? País que tem pouco mais de 5 séculos. Un pays qui a un peu plus de 5 siècles. Quase 4 séculos foi de escravidão negra. Donc 4 siècles ont été d'esclavisation noire. Cadê os brancos? Ils sont où les blancs?
parecia que nós negros tínhamos nós mesmos nos escravizados. C'était comme si ça donnait l'impression que nous, les Noirs, c'était nous qui nous étions esclavisés nous-mêmes. Porque a história não falava dos brancos. Parce que l'histoire, elle ne parlait pas des Blancs. Falava de um problema negro, precisamos ajudar os negros. Elle parlait toujours d'un problème noir, qu'il fallait aider les Noirs. Então, isto me provocou a pensar uma relação Et donc, j'ai vraiment cherché à penser à cette relation, onde negros e brancos estão, une relation où il y a des Blancs et des Noirs, homens e mulheres, des hommes et des femmes, enfim, diferentes grupos. et différents groupes. Então, um pouco o quadro inicial é este. Voilà un petit peu le cadre de départ de mes recherches. Obrigada. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le sujet? Et Sida, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer, dans un contexte où en France on parle pas beaucoup d'antiracisme et encore moins de blanchité, nous expliquer ce qu'est la blanchité et en quoi elle se distingue de la négritude, dont on peut par contre parfois entendre parler. Moi, dans mes souvenirs, c'est un des seuls moments au collège ou au lycée où j'ai entendu parler d'histoire des Noirs, en parlant du mouvement littéraire et culturel de la négritude, et aussi nous expliquer ce qu'est le pacte de la blanchité. O conceito de pacto da branquitude é um conceito de pacto de dominação. Donc le concept de pacte de la blanchité, c'est un concept de domination. Não verbalizado, não há um pacto verbalizado. Donc c'est un pacte qui n'est pas verbalisé. Mas um pacto que favorece que brancos escolham brancos, mantenham os brancos na direção das principais instituições brasileiras. Mais donc c'est un pacte qui favorise les Blancs et qui les maintient aux principaux centres de pouvoir. É um pacto que tem uma herança grande de 5 séculos. C'est un pacte qui a une grande durée, puisqu'il a 5 siècles. Mas os jovens brancos de hoje Mais les jeunes Blancs d'aujourd'hui se perguntam por que ações afirmativas para negros. Les jeunes Blancs d'aujourd'hui, ils se demandent, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire des actions affirmatives? Eles não aprenderam Ils n'ont pas appris a história dos brancos no Brasil. Ils n'ont pas appris l'histoire des Blancs au Brésil. Então, é preciso pensar na herança simbólica, Donc il faut vraiment penser à l'héritage symbolique, como nós negros nos pensamos, aprendemos a nos pensar, de la même façon que nous, les Noirs, nous avons appris à nous penser, como nós pensamos em que lugares colocamos os brancos ao longo da história comment nous aussi nous avons appris à placer les Blancs tout au long de l'histoire, e o lugar que os brancos se colocam. Então, branquitude. et donc il faut aussi penser à la place où les Blancs se positionnent. Branquitude é uma relação não nomeada como de brancos, como um posicionamento de brancos. Donc la blanchité, c'est donc une relation non nommée de position des Blancs. Mas, particularmente na área do trabalho, Mais c'est surtout dans le domaine du travail pessoas brancas escolhem outras pessoas brancas que les personnes blanches choisissent d'autres personnes blanches. e nós temos o mesmo perfil em organizações empregadoras em todas as áreas. Et en fait, quels que soient les domaines, on a toujours le même profil. E nós temos isso no judiciário, Donc on a ça dans le secteur judiciaire, no parlamento, au Parlement, nas empresas, dans les entreprises, nas universidades. dans les universités. Quem pensa o Brasil Donc ceux et celles qui pensent le Brésil, são pessoas ce brancas. sont des personnes blanches. E o Brasil tem 57% de população negra. Alors que le Brésil a 57% de sa population qui est noire. O Brasil tem tensionado muito as relações, Donc le Brésil a vraiment mis sous tension les relations. e principalmente as mulheres negras. Et ce sont surtout les femmes noires qui ont fait ça. E este pacto da branquitude está cada vez mais evidente. Et donc pour nous, le pacte de la blanchité, il est tous les jours de plus en plus évident.
Não está mais tão fácil dizer que brancos ocupam as melhores posições porque têm mérito. Donc aujourd'hui, c'est plus aussi facile de dire que les blancs sont à cette position parce qu'ils le méritent. Por que não há mérito numa sociedade que privilegia o gênero masculino e o grupo branco? Isto não é mérito. Parce qu'il n'y a pas de mérite dans une société qui privilégie toujours le genre masculin et le groupe blanc. Ça, c'est pas du mérite. Então, este é o grande desafio, discutir o sistema meritocrático. Donc le grand défi, c'est vraiment de discuter de ce système méritocratique. Porque no Brasil, quando falamos de desigualdade de gênero ou de raça, Parce qu'au Brésil, quand on discute des inégalités de genre ou de race, as pessoas dizem tem que ter competência para ocupar lugares mais sofisticados, mais nobres, lugares de poder. ben les gens disent non, mais il faut avoir les compétences requises pour occuper les places les plus prestigieuses et les places de pouvoir. É como se nós mulheres negras, nós mulheres indígenas, não tivéssemos competência. Comme si nous les femmes noires, nous les femmes autochtones, nous n'avions pas ces compétences. Então, o pacto da branquitude é um pacto de se manter em lugar de privilégio. Donc le pacte de la blanchité, il cherche vraiment à se maintenir à une place de privilège. E traduzir isso como lugar de mérito. Et il cherche à traduire ça comme une place acquise grâce au mérite. Merci. Et est-ce qu'on peut peut-être juste revenir sur la distinction entre la blanchité et la négritude dont vous parlez dans votre livre? La distinção entre branquitude e negritude. Vários estudiosos dizem que branquitude nasce de uma maneira insidiosa. Donc en fait, beaucoup de chercheurs disent que la blanchité naît d'une façon insidieuse. Porque brancos se veem como seres humanos universais. Parce que les blancs se voient comme des êtres humains universels. Então, quando comecei a trabalhar com este tema no movimento sindical, donc quand j'ai commencé à travailler sur le thème de la blanchité dans le mouvement syndical, eu perguntava a trabalhadores, o que é ser branco no Brasil? O que é ser negro no Brasil? je posais la question aux travailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être blanc au Brésil? Qu'est-ce que c'est qu'être noir au Brésil? E pessoas negras sempre tinham uma história para dizer o que é ser negro. Et les travailleurs noirs, ils avaient toujours une histoire à me raconter qui montrait bien qu'est-ce que c'est qu'être noir. E os brancos diziam, é ser ser humano como outro qualquer. Et les blancs, par contre, eux, ils répondaient, mais être blanc, c'est être un être humain comme tout le monde. Então, era possível perceber que o branco se via como o ser humano universal. Donc je voyais bien que le blanc, il se percevait comme l'être humain universel. E nós éramos os étnicos. Et nous sommes les ethniques. E hoje, muitos anos depois, a esquerda... Eu sou do campo de esquerda. Et aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, la gauche, alors que pourtant moi je suis de gauche, eles nos chamam de identitários. Ils nous appellent les identitaires. Daniel até está escrevendo artigo sobre isso, está publicando esta semana. Donc d'ailleurs, Daniel, mon fils, est en train d'écrire un article sur ce thème de l'identitaire qui va sortir cette semaine. Porque é como se branco fosse transparência. Et c'est comme si les blancs étaient transparents. E quem tem cor, raça, pertencimento identitário são negros, indígenas, quilombolas. São todos os outros. Et donc ceux qui ont une couleur, une race, une appartenance, ce sont les noirs, les autochtones, tous les autres personnes de couleur. Sim. E hoje eu trabalho em grandes organizações este tema, grandes corporações. Et donc aujourd'hui, je travaille vraiment avec les grandes multinationales, les grandes entreprises sur ce thème. Onde começamos com censo. Où en fait, on commence avec d'abord un recensement, un recensement. Qual é sua cor? On demande quelle est votre couleur, quelle est votre race, gênero, quel est votre genre, deficiência, quelle est votre déficience ou votre validité, para que possamos ver como as organizações brasileiras
excluem certos grupos. Et ça nous permet de voir comment les organisations, les entreprises brésiliennes excluent certains groupes. Então, não trabalhamos com o conceito de racismo como um ato de racismo. Donc en fait, on ne travaille pas vraiment avec le concept de racisme comme un acte de racisme individuel. Olhando as instituições, pescoço. On regarde juste les institutions. Pescoço. Por quê? Le coup. Porque onde é que estão as mulheres nas diretorias, Et en fait, on se demande où sont les femmes aux charges, aux postes de direction, nos ministérios, dans les ministères, no parlamento, au Parlement, na liderança das empresas, à la tête des entreprises, na liderança das universidades. à la tête des universités. Onde estão os negros, as mulheres, Où sont les noirs, où sont les femmes, os trans, os gays? les trans, les gays? Onde é que estão? Où est-ce qu'ils sont? É desta maneira que nós conceituamos racismo institucional. Et c'est comme ça qu'on conceptualise ce qu'est le racisme institutionnel. Não é por atos de racismo, C'est pas par des actes individuels de racisme. é pelas estatísticas. C'est grâce aux statistiques. Porque toda instituição brasileira nega que é racista. Parce que toutes les institutions brésiliennes, elles nient toujours qu'elles sont racistes. E não gostam que pergunte cor, dizem que isso é racismo. Et ils n'aiment pas qu'on demande la couleur parce qu'ils trouvent que c'est du racisme de demander ça. Estamos inventando o racismo quando perguntamos a cor das pessoas. Ils disent qu'on invente le racisme quand on demande la couleur des personnes. Merci Sida. Vous expliquez dans votre livre qu'il est difficile de lutter contre le racisme au Brésil, où le passé esclavagiste est assez récent, mais il existe, et vous en êtes d'ailleurs la preuve, tout de même de nombreux outils et de grands penseurs et penseuses qui aident à comprendre ce phénomène et à agir contre. Et vous montrez qu'il y a quand même quelques progrès intéressants à noter et qui sont importants. En France, nous, on a encore, la France a encore la fâcheuse tendance à se penser comme un pays où il n'y a pas de racisme, puisqu'il n'y a pas de couleur. Et donc, je crois qu'on pourrait prendre votre expérience et vos réflexions pour voir comment on pourrait lutter concrètement contre le racisme. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment lutter contre le racisme et construire un nouveau pacte de civilisation, comme vous l'appelez dans votre livre? Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler du CERT et de l'utilisation des quotas au Brésil? Entendeu tudo? Acho que mais a parte final, eu posso entrar por aí na pacto civilizatório, enfim, ela trouxe coisas que eu trouxe do meu livro antes. Exatamente, do certo. E como você poderia ajudar a gente para também fazer essas cotas, essas ações afirmativas, onde na França não tem cor, ninguém tem cor. Eu tenho aprendido muito com as mulheres indígenas e negras. Donc en fait, j'ai beaucoup appris auprès des femmes autochtones et noires. E as mulheres em geral que têm dito que o nosso foco é o bem viver. Et auprès des femmes aussi en général, qui disent que en fait notre focus, ça doit être le bien vivre. Como recuperamos o significado do que importa na vida. Donc en fait, il faut vraiment qu'on récupère la signification de ce que c'est que bien vivre dans la vie. Então, conquistar dentro das instituições equidade é conquistar a democracia. Et donc conquérir l'équité dans les institutions, c'est juste conquérir la démocratie. Porque não há democracia se não há igualdade. Parce que c'est pas une démocratie s'il n'y a pas d'égalité. Não basta negar ça suffit pas de nier racismo, machismo, homofobia. Ça suffit pas de nier le racisme, le machisme, l'homophobie. Então, eu tenho sido muito otimista no sentido de trabalhando com instituições que são majoritariamente brancas. Et donc j'ai été récemment plutôt optimiste parce que en travaillant avec des institutions qui sont majoritairement blanches, temos visto mudanças em grandes corporações. J'ai vu vraiment des changements dans les grandes entreprises.
no sistema capitalista, esta não é uma questão fácil de lidar. Parce que dans le système capitaliste, c'est vrai que c'est une question qui est pas facile à gérer pour eux. Mas com uma tensionamento muito grande dos movimentos sociais, Mais grâce en fait à la pression que les mouvements sociaux ont pu mettre, as organizações não têm conseguido explicar porque são monoliticamente masculinas e brancas. et ben en fait les grandes entreprises, elles n'arrivaient plus à expliquer pourquoi elles étaient monolithiquement masculines et blanches. Então, você pegar o coração do capitalismo, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Et donc en fait, on allait vraiment au cœur du capitalisme brésilien, on allait voir la Fédération des banques brésiliennes. o movimento de mulheres e o movimento negro provocou Donc le mouvement des femmes et le mouvement noir a provoqué o Ministério Público para saber onde é que estavam as mulheres e os negros nos bancos brasileiros. et donc en fait voilà, les femmes et les noirs ont provoqué le ministère public au Brésil et lui ont demandé où sont les femmes et où sont les noirs dans les banques brésiliennes. Essa luta começou em 2002. Et cette lutte a commencé en 2002. Elas incluíram no acordo coletivo de trabalho Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à inclure dans un accord de travail uma cláusula que nós mesmos tínhamos discutido com elas de igualdade de oportunidades. et donc on a réussi à inclure une clause d'égalité d'opportunité. Então, o Ministério Público exigiu dos bancos que fizessem um diagnóstico para saber onde estavam as mulheres e onde estavam os negros. Et donc, le ministère public a exigé des banques brésiliennes qu'elles fassent un diagnostic afin de voir où étaient les femmes et où étaient les noirs dans leurs banques. E esta cláusula permanece nos acordos coletivos até o ano passado. Et donc, cette clause, elle est restée dans les accords collectifs jusqu'à l'année dernière. Então, os bancos têm que fazer permanentemente censos Donc, les banques doivent en permanence faire des recensements para localizar onde estão as mulheres, se estão em cargo de liderança, se têm tido oportunidade de treinamento, enfim. Et donc, en fait, les banques doivent tous les ans voir où sont les femmes, est-ce qu'elles sont à des postes de direction, est-ce qu'elles ont eu des opportunités de formation et de promotion. Quando contratam prestadores de serviço, se buscam contratar mulheres e negros. Et aussi, quand ils tertiarisent, quand ils externalisent, est-ce qu'ils embauchent aussi des femmes et des noirs? Então, eu dei o exemplo dos bancos porque é o mais difícil de todos. Donc, j'ai donné l'exemple des banques parce que pour moi, c'est le plus difficile de tous. Mas temos trabalhado com Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace, grandes organizações. Mais on a aussi travaillé avec Médecins Sans Frontières ou Greenpeace, par exemple. Porque na branquitude, esquerda e direita, same. Parce que dans la blanchité, la gauche et la droite, the same. C'est la même chose. Ok? Sim. Não sei, eu respondi, você acha? Est-ce qu'elle a répondu? Oui, peut-être un petit détail en plus sur le CERT. Talvez você poderia falar do CERT. O CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, tem 33 anos este ano. Donc le CERT, Centre d'études des relations et d'équité au travail, il a 33 ans cette année. Trabalhamos em 4 grandes... Você pegou o vídeo? Esqueci, nem sei se eu te... não, tudo bem, não tem problema. Eu tinha um vídeo bonito, mas só hoje ele acabou a tradução em francês. Eu não sei se... Donc en fait, j'ai envoyé une vidéo à Paola, enfin à moi, sur justement le CERT, avec des sous-titres en français, mais donc j'ai pas eu le temps de vous le donner, mais je le mettrai sur le site ou sur Instagram. Então, temos vários programas, mas principalmente educação, trabalho, juventude e educação, trabalho e juventude. Esqueci. Donc en fait, il y a 4 champs. Justiça racial. 4 champs de travail. Estou um pouco ansiosa. Éducation, travail, jeunesse et justice. E temos trabalhado muito conectando equidade e democracia. Et en fait, on connecte réellement équité et démocratie. Porque não há democracia sem equidade. Puisque je suis persuadée qu'il n'y a pas de démocratie sans équité. E o Brasil é viciado em golpes. Et le Brésil, il est accro au coup.
Nós temos golpes diretos, o último foi em 2016. Donc, on a eu le dernier coup d'État, c'était en 2016. Então, precisamos trabalhar equidade de gênero, de raça, de identidade de gênero, de pessoa com deficiência. Donc, il faut vraiment qu'on travaille l'équité de genre, de race, l'équité d'identité de genre ou de personnes valides. Para que as instituições se tornem mais democráticas. Pour que les institutions deviennent plus démocratiques. E não aceitem a barbárie que tivemos. Vocês viram, o mundo todo viu. Pour que, en fait, ces institutions n'acceptent pas la barbarie, et vous avez d'ailleurs sûrement assisté que vivemos nos últimos anos no Brasil. À la barbarie que nous avons vécue ces dernières années au Brésil. Não mudou tanto. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Tivemos uma chacina em agosto e setembro de 137 pessoas. Donc nous avons eu un massacre. Na Bahia. Un massacre en août et en septembre à Bahia de 137 personnes qui ont été massacrées. Que dizem que lá tem organização criminosa e precisam matar os suspeitos. Parce qu'en fait, la police dit que là, il y a des organisations criminelles et qui doivent tuer les suspects. Temos discutido que precisamos mudar o conceito de organização criminosa. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer ce concept d'organisation criminelle. Porque o nosso parlamento, parce que notre parlement, que é masculino, qui est masculin e branco, et blanc, e muito bem situado financeiramente, qui financièrement s'en sort très bien, está tentando mexer na nossa Constituição. Il essaye en fait de changer notre constitution para se livrar de condenações que tiveram, pour pouvoir pouvoir se passer outre les condamnations dont ils sont victimes, por não cumprirem as regras de recursos para mulheres e recursos para os negros que nós temos que ter nos processos de eleições. Então, todo recurso que vem para os partidos, uma parte, 50% deveria ir para a população, para os candidatos negros e 20%, 30% para as candidatas mulheres. Os partidos não fizeram isso, foram condenados. Parce qu'en fait, les partis, normalement, dans les ressources financières qu'ils obtiennent, ils doivent en donner une partie pour des candidats noirs, une partie pour des candidats féminins, ceux qu'ils ne respectent pas, et en fait, ils gardent l'argent pour eux. Et ils ont été condamnés, mais ils essayent de ne pas être condamnés. Deveriam devolver aos cofres públicos mais de 700 milhões que não foram para as candidaturas femininas e negras. Donc en fait, les coffres publics, ils devraient rendre l'argent qu'ils ont perçu indûment, 70 millions de reais, qui aurait dû être donné aux femmes ou aux candidats noirs. Mas estão contando caminho de mexer na Constituição. Mais en fait, ils se débrouillent pour essayer de tripatourer la Constitution pour passer entre les mailles du filet. Por isso chamamos PEC da vergonha. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le PEC de la honte. E o PEC, o que é? PEC proposta de emenda constitucional. Donc c'est pour ça en fait qu'on appelle leur proposition de changement constitutionnel, voilà, la proposition de la honte. Chamamos isso também de pacto da branquitude. Moi je l'appelle aussi le pacte de la blanchité. Porque negros, sem ter sido julgados, estão encarcerados há anos. Parce qu'il y a des Noirs qui sont en attente de jugement depuis des années et qui pourrissent en prison. Mas eles, parlamentares, podem mexer na Constituição para se livrar das condenações. Alors que les parlementaires, eux, ils peuvent changer la Constitution pour passer outre les condamnations. Então, quando eu penso o que é preciso fazer, donc, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire, é preciso reconhecer. Não sou negra na França, em Paris. Donc en fait, il faut reconnaître que bon, moi par exemple, je ne suis pas que eu não sou uma negra vivendo aqui. Donc je suis noire mais je n'habite pas ici, donc je ne sais pas ce que eu não tenho ideia se os negros aí, as negras aqui ocupam lugares de destaque no estado.
Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des Noirs, hommes ou femmes, qui occupent des places de direction Se são donos de empresas, dans l'appareil étatique? Est-ce qu'il y a des Noirs qui sont chefs d'entreprise? se são as principais lideranças das Ils universidades, sont directeurs dans les universités, dans le judiciário. système judiciaire? Se eles não são, é preciso saber começar com um censo. Et donc, si les Noirs ne sont pas dans ces postes-là, eh ben, il faut le savoir, et ça commence par le recensement. Para saber Il faut savoir où est-ce que nous sommes, onde nós estamos, qual oportunidade que temos tido na vida, como temos sido tratados pelo sistema de saúde, il faut qu'on pela sache educação. quelles opportunités nous avons eues, comment est-ce qu'on a été traité par le système de santé, comment est-ce qu'on a été traité par le système d'éducation. Houve período no Brasil da ditadura que os militares disseram: não tem racismo no Brasil. Donc, il y a eu une période de dictature militaire au Brésil où les militaires disaient le racisme n'existe pas au Brésil. Tiraram o dado cor-raça do censo. Et donc, ce sont eux qui, justement, ont enlevé la question couleur-race du recensement. Porque não havia racismo, não podia perguntar a cor, não havia racismo. Puisque comme il n'y avait pas de racisme, ça servait à rien de le demander. Na Covid, Mais pendant l'épidémie de Covid, o nosso formulário de saúde tem o dado cor-raça. notre formulaire de santé, il mentionnait bien couleur et race, Foi retirado mais pourtant, cette donnée a été retirée. logo que as primeiras reportagens mostravam que quem estava morrendo mais eram negros, moradores de regiões pobres e periféricas. Donc en fait, cette donnée couleur-race a été retirée du formulaire de santé du Covid dès qu'ils ont vu que les premières personnes qui mouraient, c'était les Noirs, c'était les pauvres et les habitants des périphéries. E tiraram o CEP também, que é o código postal que mostra onde mora. Et en fait, ils ont aussi enlevé le code postal de façon à ce qu'on puisse pas voir de quelle région étaient les gens qui mouraient. Então, eu penso que só a mudança se negros, brancos, homens, mulheres estiverem juntos na luta. Donc moi, je pense vraiment que le changement ne peut arriver que si les hommes, les femmes, les noirs et les blancs sont ensemble dans la lutte. Porque os incluídos no Brasil são brancos com a caneta na mão para tomar decisões. Parce que, en fait, ceux qui ont le stylo à la main pour signer et prendre les décisions, ce sont les personnes blanches. Porque eles são parte do problema e parte da solução. Et ils sont partie du problème et partie de la solution aussi. Mas tudo começa reconhecendo que existe racismo. Mais tout commence en reconnaissant que le racisme existe. Que é diferente ser branco e ser negro. Que c'est différent d'être blanc et d'être noir. Que 4 séculos de escravidão no Brasil deixou um lugar... Nem todos os brancos são poderosos e têm dinheiro. Et il faut reconnaître que 400 ans d'esclavage ont laissé une place aux Blancs, et même si tous les Blancs ne sont pas riches et puissants, todos os cargos mais altos das grandes instituições são ocupadas por homens brancos. Néanmoins, toutes les places de direction et importantes sont occupées par des Blancs. Precisamos falar sobre isso. Et donc, je pense qu'il faut qu'on en discute. Obrigada. Je crois qu'on a juste assez le temps pour passer à une dernière question avant de passer à la... Ma dernière question, Sida, c'est de voir, je l'ai dit en introduction, mais en France, il y a encore beaucoup de résistance aux réflexions antiracistes. On a pourtant aussi de belles initiatives qui sont mises en place. Moi, je pense notamment à beaucoup de comptes Instagram qui sont très importants, comme le compte de Thibaut Bumidum, Bisa et Média, Semblant de rien, Histoire crépue ou Décolonisons-nous, qui font un travail pour sensibiliser les Français aux questions et aux enjeux antiracistes, mais ils le font avec peu d'aide et en affrontant beaucoup d'obstacles. Je pense notamment au compte Semblant de rien ou même d'autres qui ont qui sont souvent signalés, et c'est ce que rencontre en ce moment cette militante. Uhum. Uhum. Sim. Mais en dépit de ces difficultés, il y a quand même les lignes qui bougent, même si elles bougent très très lentement, elles bougent un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont reçus vos travaux
en particulier par les personnes blanches, lorsqu'elles ne se voient pas blanches. Então, você pode explicar como as pessoas brancas recebem esse trabalho? Porque a situação anda muito grave no Brasil, a tensão tem crescido muito. As pessoas brancas não conseguem fugir a estar ouvindo sobre racismo, sobre chacina de negros. Isto está cada vez mais évidente. Donc en fait, on a mis tellement la pression au Brésil qu'en fait les personnes blanches ne pouvaient pas échapper à toutes ces questions que nous posions de racisme, de massacre essentiellement sur les personnes noires. Donc elles ne pouvaient pas y échapper. Então, eu percebo que cada vez mais as pessoas brancas se perguntam o que nós brancos podemos fazer para mudar essa situação. Et donc je vois de plus en plus de personnes blanches qui se demandent qu'est-ce que moi, personne blanche, je peux faire pour changer la situation. Eu não uso muito a palavra sensibilização, Donc moi, j'utilise pas beaucoup le mot sensibilisation, mas mais receber dados da situação de negros na saúde, na educação, no trabalho, a violência policial e olhar para esses dados. Basta isso para a pessoa falar, não tem como negar. Et donc, en fait, moi, plutôt que sensibilisation, je préfère dire recevoir les données de la santé, de l'éducation, de la violence. Et face à ces données, en fait, les personnes disent, bon, bah, ok, je peux pas le nier. Então, quando trabalhamos uma instituição, começamos com a mais alta liderança, seu presidente, seu mais alto diretor. Se ele não pode, é melhor não começar o trabalho. Et donc, quand on commence à travailler dans des institutions ou dans des entreprises, je commence toujours par le sommet de l'entreprise et je vois si je peux travailler avec lui ou pas. Si cette personne ne veut pas, c'est pas la peine. As lideranças todas da instituição precisam aprender sobre isso. Donc, en fait, sobre ser branco. Tous les directeurs des institutions, des entreprises, ils doivent apprendre ça. Ils doivent apprendre sur le fait d'être blanc. Processos de recrutar pessoas, de selecionar pessoas, de promover pessoas. Ils doivent réfléchir sur les processus de sélection, de promotion, de formation des personnes. Processos de escolher quem é que vai prestar serviços para uma empresa. Ils doivent réfléchir à qui aussi va faire des services pour cette entreprise. De como atender pessoas diferentes, como uma empresa ou como um serviço público pode atender as pessoas diferentes. Réfléchir aussi à comment servir et comment recevoir les personnes qui sont différentes. Dando tratamento igual para todas. En donnant un traitement qui soit respectueux pour tous et toutes. Então, isto é preciso que uma organização, seja pública ou privada, se veja. Donc, il faut vraiment qu'une organisation, qu'elle soit publique ou privée, il faut qu'elle réussisse à se voir. E faça plano de ação. Quem está lá trabalhando, então? Il faut qu'il fasse un plan d'action. Qui travaille là? Uma área de comunicação tem que olhar para o seu site e ver se ela contempla. Donc, dans le domaine de la communication, vous allez sur le site internet de l'entreprise et il faut que vous regardiez si ça représente. Nas imagens, nos conteúdos, não é só cara preta, é conteúdos também, é perspectivas. Donc, il faut voir aussi les images, mais pas que les images. Il suffit pas d'avoir un visage noir, il faut aussi le contenu. Exato. E se colocar em marcha. Et il faut se mettre en marche. É aprendizado. C'est un apprentissage. E muitas vezes as pessoas começam a trabalhar e já dizem, mas a minha instituição não muda, demora muito. Et donc souvent les gens ils commencent à peine à travailler, ils disent ah mais mon institution, il y a rien qui change. A gente vai conseguir mudar com menos de 400 anos, como foi o nosso período de escravidão. A gente vai conseguir mudar isso com muito mais rapidez. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va réussir à changer ça beaucoup plus vite que les 400 ans qui ont précédé. E eu finalizaria a minha fala dizendo que é preciso ter ação afirmativa em tudo. Depois que você sabe o percentual de mulher negra, mulher indígena, migrante, os diferentes grupos, você olha para a instituição e pensa sempre percentualmente naquela cidade onde está a instituição, qual o percentual de mulheres que deve ter, como é que ele estará distribuído na instituição.
Et donc ensuite, une fois que vous avez les données sur les femmes noires, sur les femmes migrantes, les femmes autochtones, etc., il faut vraiment que vous réfléchissiez au pourcentage que vous voulez mettre dans votre institution par rapport à la ville, par rapport à l'état où vous êtes. E vai fazendo plano de trabalho Et donc vous faites un plan de travail para mudar os lugares. pour changer toutes ces places. Sem esquecer que quem está em lugar de privilégio Et il ne faut pas oublier que ceux ou celles qui sont à la place du privilège, não quer mudar. eux, ils ne veulent pas changer. Precisa de legislação, tensão, movimento social, movimento sindical. Et donc c'est pour ça qu'il faut une législation, il faut mettre la pression, mouvement syndical, mouvement social, go, Junto. tous ensemble. Merci. Je crois qu'on va pouvoir prendre quelques questions. On va essayer de les regrouper. On va essayer d'aller par 2-3 questions, je crois, si c'est bon. Si, donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui Il faut pas circule. lui faire passer un micro ou pas? Ah, oui. Ah, super. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Si. Bonjour. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier à tous pour cette superbe conférence. Et je voulais vous dire bravo à vous, Madame Sida Bento, parce que pour votre travail qui a amené tout ça. Et c'est vrai qu'en France, on est, malgré, comme l'a dit Délie de façon très pertinente, il y a énormément de gens qui ont déjà travaillé, écrit, qui ont étudié sur les problèmes du coup, de racisme qu'il y a en France. Mais c'est vrai que je trouve qu'on est extrêmement en retard parce que déjà, nous, je sais plus quel président l'avait fait, mais quand vous dites qu'ils essaient d'effacer le racisme, déjà dans la Constitution française, ils ont enlevé la race. Donc, toutes ces, vous parlez de données comme étant la base, et c'est vrai, et c'est ce qu'ils font aux États-Unis, ce que vous avez fait au Brésil, et vous êtes battus pour ça. Mais c'est vrai que nous, là, j'ai l'impression qu'on est super loin, parce qu'on est là, on peut même pas en parler, on peut, du coup, le fait d'avoir enlevé la race, ça allait faire disparaître tout. Le problème, alors que ça, c'est juste, en fait, c'est une omerta. Et du coup, ça empêche d'étudier, du coup, les cas français, parce qu'après, quand on en parle, ils disent, oui, mais ça c'est aux États-Unis, ça c'est au Brésil, ça c'est ailleurs, mais c'est pas en France. On dit, en fait, parce que on peut même pas, on a déjà ce premier problème-là, qui est on a enlevé la race de la Constitution, et du coup, on peut même pas faire ces données. Enfin, je sais pas si, je sais qu'il faut qu'on se batte, mais, donc voilà. Là, c'est vrai que notre problème, j'ai l'impression qu'on est trop loin, et malgré tout le travail qui a été fait par tous les comptes Instagram, par tous ces chercheurs. Pardon ? Oui, je vais. Pas de souci. Je vais en poser une, pas de souci. Oui, mais bon, ça va. Oui. Oui, on va faire circuler le micro, ne vous en faites pas. D'accord. Vous pouvez continuer. Voilà. On va faire circuler Oui, tranquillement, il n'y a pas de souci. souci. Et je m'excuse si jamais ça a pris trop de temps. Mais du coup, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour ce premier combat, parce que du coup, on n'a même pas accès aux données. Qu'est-ce qu'on peut, vous avez dit des luttes syndicales, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Ok, on va prendre faire circuler. 2-3 questions ensemble. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a monsieur devant. Attendez, on va attendre le micro. Je sais que vous ne croyez pas aux politiques, mais est-ce que les communautés noires participent de manière importante aux élections? Parce qu'un des grands problèmes de la France ici, c'est que face à la montée du Rassemblement national, les minorités s'abstiennent aux élections. Et comment se fait-il que dans un pays, vous avez dit, il y a 57% de Noirs, que Bolsonaro est arrivé au pouvoir et a commis des dégâts? Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut regrouper? Monsieur, vous aviez peut-être une question? Donc je vais être courte. Bonsoir et merci Sida Bento et à tout le monde. Peut-on imaginer est-ce qu'on peut imaginer une intersectionnalité des luttes à une échelle internationale de toutes les communautés? Ça nous donnerait une visibilité de ce qui se fait au Brésil, ce qui se fait en France, ce qui se fait à Haïti, je ne sais pas, mais on n'a pas cette visibilité. En France, on souffre beaucoup de l'invisibilité. Et moi, je suis obligée d'aller chercher de l'autre côté de l'Atlantique pour m'informer.
et pour trouver des concepts et pour le langage et le discours, c'est impossible en France. Donc, comment on peut faire pour trouver à un niveau international une intersectionnalité de ces luttes? Merci. Muito legal. Super. Alors, il y a d'autres questions derrière. Você quer responder aí e a gente faz as outras perguntas ou uma a mais? Sim, pode ser. Você quer uma a mais? Non, on va répondre aux trois, là. On répond aux trois et ensuite on passe aux questions derrière, ok? Vamos começar com a resposta ao companheiro. Je vais commencer par répondre aux camarades. Sim, muito me honra fazer parte hoje da comunidade negra brasileira, porque foi ela que impediu o Brasil de cair no fascismo. Donc en fait, la communauté noire au Brésil, c'est elle qui a vraiment empêché le Brésil de tomber définitivement dans le fascisme. Então, essa pergunta que faz muito sentido, como num país como o Brasil. Donc la question que vous posiez, qui fait beaucoup de sens sur comment est-ce que c'est possible qu'un pays comme le Brésil se colocou Bolsonaro como presidente, et puis élire Bolsonaro comme président. Nesse mesmo país, malgré tout, dans ce même pays, a maioria negra, la majorité noire, é responsabilizada por eleger o governo que, vamos dizer, impediu o país de cair no fascismo. Malgré tout, en fait, ce pays-là a quand même élu un gouvernement et a empêché le pays de tomber dans le fascisme. Então, o Brasil é país muito complexo. Donc le Brésil, c'est un pays très complexe. Mas quando o movimento negro, o movimento de mulheres negras, o movimento indígena se põe na rua, mais quand le mouvement de femmes noires, le mouvement des femmes autochtones, quand ces gens-là vont dans la rue, a gente consegue coisas que não acreditava, porque ninguém acreditava que conseguíamos vencer golpe. Un golpe militar também. On réussit vraiment à faire des choses que tout le monde disait qui n'étaient pas possibles. On réussit à empêcher des coups d'État. E nós conseguimos. Et nous avons réussi. E estamos enfrentando muitos desafios nesse momento. Mais en ce moment, on est vraiment face à de nombreux défis. E o lugar que a população negra tem ocupado é lugar de profunda pressão sobre o nosso presidente, de forte pressão sobre o nosso presidente, e donc, que tem parlamento de direita. Et donc la communauté noire aujourd'hui met vraiment une très forte pression sur le président, parce que le Parlement est de droite. Então, nada é perfeito lá, nada está pronto lá, mas é país com uma vibração muito grande nesse momento. Donc rien n'est parfait, rien n'est prêt, mais en tout cas, il y a une vibration très importante en ce moment. E eu falei na minha intervenção inicial que tivemos agosto e setembro 137 mortos na Bahia. Et donc, comme je disais tout à l'heure au début de mon intervention, en août et septembre, on a eu 137 morts assassinés par une action policière du gouvernement. Pourquoi? Cada vez mais a voz negra tensiona o país. Et pourquoi? Parce que, en fait, les voix noires, elles mettent de plus en plus la pression au pays. E aí eu comecei porque eu acho muito importante que a gente possa ter pessoas negras no parlamento. Isso faz toda a diferença, e pessoas do campo de esquerda, que é o campo, por exemplo, onde eu estou, mas que acolhe essa pauta. Et donc je crois que pour moi c'est fondamental qu'il y ait des personnes noires au Parlement, et aussi que les partis de gauche dont je fais partie, qu'ils acceptent ce sujet-là. No Brasil, a gente é obrigado a votar. Au Brésil, c'est différent puisque nous sommes obligés de voter. Não escolhemos, temos que votar. C'est une obligation, sinon on a une amende. Então é trabalho muito grande dos militantes negros. Donc il y a vraiment un travail très important qui est fait de la part des militants noirs. Convencer, mostrar à população negra quais são os candidatos e os partidos que mais acolhem questões. Et donc on essaye de montrer à la population noire quels sont les partis, quels sont les candidats qui sont susceptibles de mieux nous accueillir. Do racismo, do machismo, da homofobia. Et de mieux parler du racisme, du machisme, de l'homophobie. Falávamos que nós, do movimento negro, só falávamos para nós mesmos, que ninguém nos ouvia. Donc en fait, autrefois, les gens disaient que le mouvement noir, il ne parlait qu'à lui-même et que personne ne nous entendait. Mas hoje as escolas de samba trazem para a rua
uma outra história do Brasil. E aí é uma honra ver isso. Mais aujourd'hui, les écoles de samba à Rio de Janeiro, par exemple, elles parlent du mouvement noir et elles font vraiment descendre dans la rue nos thématiques. Et c'est un grand honneur. Então, é um desafio muito grande. Quanto mais a voz negra, a voz indígena cresce, mais assassinatos acontecem. Et donc, c'est vraiment un grand défi parce que plus la voix des Noirs et des Autochtones se fait entendre, plus on se fait assassiner. E a criação, a internacionalização da luta é o caminho perfeito. Et donc, sur votre question sur l'internationalisation de la lutte, c'est le chemin parfait para trocarmos, para avançarmos juntos. pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse avancer ensemble. Eu acho perfeito. Eu participo de vários grupos, eu, enquanto organização e movimento de mulheres negras no Brasil, participo, como estou vendo aqui mesmo. Foi muito bom chegar aqui e ver todo esse movimento que nós temos aqui com escritoras negras. Precisamos fazer muito mais, trocar muito mais. Et donc, au Brésil, je fais partie de beaucoup d'organisations, de mouvements de femmes noires. Et là, j'en ai vu quelques-unes ce soir. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on échange encore plus. Como diz Lia Weiner, a maioria no mundo não é branca. Et donc, comme le dit Lia Weiner-Schuckmann, en fait, la majorité du monde n'est pas blanche. Africanos, indianos, chineses. Ce sont des Africains, des Indiens, des Chinois. Então, há muito medo relacionado à presença e às vozes dos não brancos. Et donc, je crois qu'il y a une pression très forte quant à la présence des voix non blanches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en a vu dans le fond tout à l'heure. Bonsoir. Alors, je me présente, je m'appelle Mariam et je travaille dans le domaine de l'éducation et du soin et j'ai eu l'opportunité d'occuper des postes à responsabilité, des postes dans des aires de pouvoir et je me suis posé une question. Alors, la première, c'était quel serait l'intérêt pour les Blancs de renoncer à leurs privilèges. Ce que l'on sait en tant que, c'est que en tant que thérapeute, on sait qu'on commence à changer, parce que bon, je suis thérapeute, on commence à changer quand la position est inconfortable et que la question de la contrainte, elle n'est pas suffisante. Ça veut dire que la question de la législation, la question de la loi, mais on sait, l'histoire prouve qu'on arrive toujours à biaiser. À quel moment je me suis posé la question, qu'est-ce qui ferait que les Blancs vont changer de position. Et je voulais savoir, vous, par rapport à votre expérience, les transformations que vous avez pu observer, en dehors de toute contrainte de la loi, elles sont venues comment? Parce que la dernière observation que moi je peux faire, c'est que l'envers du pouvoir, ça touche la santé mentale. Moi, je pense, la question, c'est la dernière observation, c'est que je pense que la question de la santé mentale chez le blanc commence à poser question. Voilà, je voulais savoir comment vous aviez observé ça. D'autres questions? Il y a devant. Vamos ver, esse aí eu não entendi, mas qual entre os homens dos... Bom, isso aqui. Bonsoir, je m'appelle Jean-Luc et je suis de passage ici, j'habite en Martinique. Donc je suis vraiment honoré d'assister à cette conférence. Et j'ai deux questions si vous permettez. La première, c'est de savoir comment les médias relaient toutes les initiatives que vous prenez. Et la deuxième, assez brève aussi, c'est de savoir comment les Noirs, les hommes et les femmes s'organisent pour faire face à la domination blanche. Est-ce qu'il y a des dissensions, par exemple? Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut prendre pour regrouper? Oui. Como ele se organiza? Sim, porque como aqui não tem movimento negro, por exemplo, aqui não tem. Tá. Então, como que a gente faz? Qual o interesse dos brancos? Eu perguntaria qual... tem alguém? Tem uma pergunta. Perdão. Pardon. Bonsoir.
Ma question, c'est par rapport à tous vos travaux, par rapport aux quotas qui ont été mis en place dans différentes entreprises et institutions. Aujourd'hui, quelle est la réalité? Car avant d'arriver dans les institutions, il faut enfin pouvoir étudier. Et donc, finalement, où on en est aujourd'hui au Brésil à ce sujet. Merci. Ok? Bom, eu vou começar com a questão colocada... Ah, não, pela companheira. Qual o interesse dos brancos? Qual foi o interesse dos homens? Tiveram? Alors, donc on va commencer par la question de la camarade sur quel est l'intérêt des Blancs. Donc, quel a été l'intérêt des hommes il y a quelques années? Quando tiveram que mudar, e tem ainda tanto para mudar nas relações com as suas mulheres, no seu trabalho com as mulheres, no assédio, quando são chefes. Quand ils ont dû changer de comportement vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis des femmes au travail, quand toutes les histoires de harcèlement ont commencé à sortir. Não vejo que as pessoas que mudam porque é seu interesse. O homem tinha uma relação privilegiada, lugar privilegiado na relação com as mulheres. As mulheres mudaram isso. Donc en fait, je crois que les gens ne changent pas. C'est-à-dire que avant ils étaient dans une place très privilégiée et malgré tout ils ont été obligés de changer. E foi como? Não foi porque eles ficaram sensíveis Et c'est pas parce que tout d'un coup ils sont devenus sensibles et ils ont voulu changer d'eux-mêmes. Foi porque nós pressionamos. C'est parce que nous on leur a mis la pression. Não há alternativa para os brancos. Il n'y a pas d'alternative pour les blancs. Cada vez mais em alguns lugares, não sei como é aqui, mas em alguns lugares no Brasil, a alternativa é chacinas sem parar. Et donc, en fait, je ne sais pas comment c'est ici, mais en fait, au Brésil, c'est vrai que la réaction à ça, c'est des assassinats, des boucheries de masse. Em agosto e setembro, nós tivemos chacina no Rio de Janeiro, na minha cidade, em São Paulo, na Bahia. Donc, par exemple, comme je vous disais, août-septembre, São Paulo, Rio et Bahia. Não é uma pessoa, uma criança morre, são 130 só na Bahia. Et donc, ce n'est pas un enfant, une personne, c'est rien qu'à Bahia, 137. E esse tensionamento tem crescido em todos os lugares. Na educação, nós temos uma lei que tem 10 anos e que obriga o ensino da história da África para todo o ensino regular, e nós temos que pressionar para isso acontecer. Et donc, voilà, on met toujours la pression. Par exemple, là, on célèbre les 10 ans d'une loi qui rendait obligatoire l'enseignement de l'histoire de l'Afrique et des Afro-Brésiliens. Donc, c'est ça, mettre la pression. Então, quando eu penso Brasil, eu penso lugar que me dá muita alegria e muita dor. Donc, quand je pense au Brésil, en fait, d'un côté, c'est un pays qui me donne beaucoup de bonheur, mais d'un autre côté, c'est un pays aussi qui me fait beaucoup souffrir. Eu sinto que nós não temos alternativas. Então, quando alguém pergunta como nos organizamos, como os negros se organizam, eu acho, até alguns anos atrás, uma década, escolas de samba não falavam em política. Donc en fait, quand on me demande pourquoi est-ce que je fais ça, en fait, moi je pense qu'on n'a pas d'alternative. Só heróis. Et il y a encore quelques années, les écoles de samba, par exemple, elles ne parlaient pas de racisme, elles parlaient juste des héros, des héroïnes. Agora as escolas vão para a avenida com 4, 5 mil participantes. E o enredo é uma outra história do Brasil. O enredo é a corrupção no Brasil. Então, et donc aujourd'hui, ces écoles de samba qui avant parlaient de choses légères et d'héroïnes, aujourd'hui, avec 4 ou 5 000 personnes qui défilent derrière elles parlent de racisme, elles racontent une autre histoire du Brésil. Então, é o mesmo país que me amedronta. Donc ce même pays qui parfois me fait peur. Porque foi muito armado no período do Bolsonaro. Parce que c'est un pays qui a été très armé pendant les 4 ans de Bolsonaro. É o mesmo país onde as mulheres negras indígenas discutem o bem viver, temos que recuperar o sentido da vida. Et ben c'est ce même pays où les femmes noires autochtones, elles discutent de la notion de bien vivre et elles essayent de trouver un autre sens à la vie. E cuidar da Amazônia, e cuidar da natureza. Et elles pensent, elles réfléchissent à comment prendre soin de la nature, de l'Amazonie. Então ambas as tensões estão o tempo inteiro juntos, né? Donc en fait, ces frictions, elles sont présentes en permanence. Será que eu não respondi alguma? Sobre as cotas. Alors maintenant sur les quotas. 10 anos triplicou a presença negra na universidade. Donc en 10 ans, la présence des Noirs a triplé dans les universités.
e as universidades foram sucateadas. Como é isso aqui? Como fala? Não sei o que é sucateada. Sem luz, sem água, sem biblioteca, foram estragadas. Et ces universités, pendant les 4 ans de Bolsonaro, elles ont été complètement plumées dans le sens où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, les bâtiments tombaient en ruine. Dizemos que quando nós chegamos na universidade, elas foram detonadas. Et en fait, on dit que quand nous sommes arrivés à l'université, ils les ont fait sauter. Estamos reconstruindo. Mais on les reconstruit. Então, a ação afirmativa tem sido muito importante. Lula fez uma lei, 2 meses. Donc, à propos des actions affirmatives, Lula, par exemple, a voté une loi il y a 2 mois. Que toda organização empregadora ou toute organisation qui emploie des gens tem que ter o dado cor, raça no seu cadastro que vai para o Ministério do Trabalho. Elle est obligée d'avoir la donnée couleur race dans les statistiques qu'ils envoient ensuite au ministère du Travail. E quando uma mulher sofreu violência, et quand une femme est victime de violence, ela tem prioridade no maior sistema de emprego que nós temos, sistema nacional, a prioridade nas vagas. En fait, cette femme a la priorité pour les places dans le système national. Então, assim, na área do trabalho, na área da educação, uma força muito grande para trazer a história da África para todas as escolas, como a lei obriga, como a lei diz. Donc, il y a aussi eu beaucoup d'efforts pour que la loi qui oblige à apprendre et à enseigner l'histoire de l'Afrique soit mise en pratique. Mas eu também me sinto muito angustiada de ver. Mais às vezes, je suis aussi très angoissée. Porque ele não tem parlamento majoritariamente, tem que negociar muito e ficamos muito bravos com as negociações que ele tem que fazer. Mais je suis aussi très angoissée parce que Lula n'a pas de majorité au Parlement, il a un Parlement de droite, donc il doit toujours négocier, faire des compromis, et ça m'angoisse beaucoup. Mas nós negros, nós mulheres negras, nós indígenas, a gente sabe. Mais nous, femmes noires, femmes autochtones, com todas as limitações, o nosso território da esquerda. Donc nous savons très bien que notre territoire, c'est celui de la gauche. Então vamos tensionar a esquerda. Donc il faut qu'on mette la gauche sous pression. A perna esquerda. Et il faut qu'on leur tombe dessus. Para avançar. Pour avancer. A pergunta sobre a reação da mídia, se eles falando do trabalho. A mídia, agora até a Rede Globo tem ação, a maior rede que o Brasil tem de televisão tem ação afirmativa. Et donc à propos de la réaction des médias, maintenant même la Globo, qui est la plus grande chaîne de télévision d'Amérique latine, maintenant même eux, ils ont des actions affirmatives en leur sein. Então, às vezes a gente fica em dúvida o que é verniz, o que é verdadeiro. Donc c'est vrai que parfois on a des doutes, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Mas vamos empurrando. Mais de toute façon, on met la pression. Porque percebemos que naqueles momentos em que o Brasil fica mais vulnerável aos golpes. Parce que c'est vrai que les moments où le Brésil justement est plus vulnérable aux coups d'État, conseguimos ir arrastando mesmo os segmentos mais à direita en fait, vão ser arrastados pelos movimentos sociais, estão sendo, né? En fait, on arrive à grappiller et aller voir grâce aux mouvements sociaux, même les partis de droite, et on arrive à grappiller quelques avancées. Mas hoje, se alguém for fazer uma tese sobre a mídia brasileira, a grande mídia, ela é favorável ao antirracismo. Et aujourd'hui, si quelqu'un fait une thèse sur les médias brésiliens, les grands médias brésiliens, vous verriez que globalement, ils sont quand même favorables à l'antiracisme. Mas nós permanecemos vigilantes. Mais nous restons vigilants. On va peut-être prendre une dernière salve de questions parce qu'après, il faut vous sauver du temps pour... Ah oui, pardon. Esqueci alguma coisa? E na luta contra o racismo, a relação entre homens e mulheres, se eles lutam juntos ou... Olha,
as grandes lideranças do movimento negro hoje são as organizações de mulheres negras. Alors aujourd'hui, les grands leaders du mouvement noir, les grandes organisations importantes, ce sont les organisations de femmes noires. Elas estão na frente de tudo. Elles sont à l'avant de tout. Sur la première ligne. E nem sempre é fácil para os homens negros. Et c'est pas toujours facile pour les hommes noirs. Eles têm apanhado bastante. En fait, ils se sont pris pas mal de coups. Elas são duras. Parce qu'elles sont dures, ces femmes. Mas tudo vai tendendo a... Porque não há como lutar separado, mulheres negras aqui, homens negros lá, homens brancos lá. Então, há uma tendência a que a gente consiga encontrar bandeiras comuns cada vez mais. Mais de toute façon, il y a une tendance à ce qu'on trouve de plus en plus d'étendards ou de drapeaux communs, parce que ça n'a pas de sens de lutter chacun dans son coin. Mas os homens negros têm sofrido. Mais les hommes noirs ont souffert. Mas lutam juntos. Tivemos uma reunião do Movimento Negro semana passada, sábado. Para o Movimento Negro não há sábado, não há domingo, não há Dia das Mães, não há Dia dos Pais. Donc en fait, justement, le week-end dernier, samedi dernier, il y a eu une réunion avec des hommes et des femmes noirs ensemble. Et d'ailleurs, pour le mouvement noir, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de fête des mères, on travaille tout le temps. E estávamos mulheres e homens juntos discutindo as chacinas. Et donc justement, nous étions les hommes et les femmes noires ensemble et on discutait de ces assassinats, de ces boucheries qu'il y a eu récemment. E tentando encontro com o presidente, ele tem que tomar uma providência. Et en fait, on essayait d'avoir un entretien avec le président parce qu'il faut vraiment qu'il fasse quelque chose contre ça. Je sais qu'il y avait une question ici. Ah, ok, d'accord. Là, dans le fond, j'en vois juste deux derrière vous. Bonsoir. J'ai une petite question par rapport à l'outre-mer qui connaît en fait un même schéma, je pense au niveau de la supériorité des Blancs dans tout ce qui est gestion des entreprises importantes ou des structures importantes. Et on met une sorte de pression, du moins on essaye, mais il y a énormément d'infantilisation. Enfin, vraiment au niveau des outre-mer, c'est du style on se plaint. Mais on nous prend en charge comme des enfants en mode arrêtez de vous plaindre et taisez-vous quoi. Et en fait, on se pose de plus en plus la question de comment modifier et faire un petit renversement. Et aussi souvent les gens ils embauchent des personnes de l'Hexagone, du coup de la France hexagonale métropolitaine entre guillemets, on dit plus ça, mais voilà. Et les personnes guadeloupéennes, martiniquaises ou autres qui sont aptes à accéder à ce genre de poste, on les ignore un petit peu et on se demande vraiment comment changer la donne, quoi. Oui, bonsoir. Ma question, ça rejoint ce que la dame, elle vient de dire, mais ma question était de savoir, est-ce que le Brésil fonctionne comme une société créole? Qu'est-ce que vous entendez par créole, peut-être? Alors, société créole, c'est justement quand on fait le parallèle avec les sociétés créoles telles qu'elles sont au niveau de, je dirais, les Antilles françaises, comme la Martinique et la Guadeloupe, ou je parlerai de la Réunion, la Guyane, où en fait, ce sont des populations africaines qui ont été emmenées sur un territoire et qui ont été, je dirais, façonnées à, comment dirais-je, à la culture, comment vous dire, européenne, en fait, par rapport aux colons qui les ont emmenés, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les sociétés créoles, le fonctionnement de ce société créole. C'est-à-dire, voilà. Alors, moi, j'ai une question. 30 secondes. Du coup, c'est par rapport... Une dernière question. Du coup, c'est par rapport, en fait, au racisme institutionnalisé en France. Par exemple, est-ce que vous avez des conseils à nous donner par rapport au fait que les jeunes diplômés qui vont rentrer en poste, ils vont intégrer des entreprises, et quels sont par exemple les conseils que vous pouvez nous donner par rapport à ça?
Voilà, comment réagir et comment se comporter pour... quel est le comportement à adopter pour lutter contre ça ou pour justement éviter ce genre de remarques quotidiennes qu'on peut recevoir. Voilà. Merci. Tá. Pronto? Ça va être une question rapide en fait parce que aux États-Unis, il y a par rapport aux affirmative action, il y a des études qui montrent que ça profite aux femmes blanches au détriment des personnes racisées. Je voulais savoir au Brésil si c'était s'il y a des données là-dessus. Exato. Também. Ok. Je vais poser la question directement en português, ok? Encore, ok. Cida, eu queria conselho. Primeiro, falar que eu estou muito feliz de estar aqui te vendo. Donc, madame aussi voulait demander un conseil à Cida. Como é que você nunca sucumbiu a esse racismo, ainda mais estudando o Pacto da Branquitude? Quantas vezes? Et donc, comment est-ce que vous avez fait pour ne pas succomber au racisme, d'autant plus quand vous étudiez le Pacte de la Blancité? Porque às vezes para mim ele parece tão impossível de ser ultrapassado. Parce que parfois, à moi, il me paraît tellement difficile à supérer, à dépasser. E desde que eu cheguei aqui na França, aqui é totalmente diferente do Brasil. Lá a gente está gritando, falando que isso existe, e aqui, quando você fala que existe racismo, et donc ici, c'est tellement différent du Brésil, où au Brésil, effectivement, tout le monde parle de racisme, alors qu'ici, on n'en parle jamais, et quand vous en parlez, on vous regarde avec des gros yeux. Eu sou a maluca, você está vendo coisas onde não tem. Les gens disent que je suis folle, qu'il n'y en a pas ici. Então, e também no meio acadêmico, eu estou aqui fazendo mestrado, então um meio muito branco. Et donc aussi dans le milieu universitaire, puisque je fais une maîtrise ici, et c'est un milieu complètement blanc. E eu estava lendo sobre você passou pelo mestrado, doutorado, um meio muito branco em qualquer lugar do mundo. Et donc de toute façon, le milieu universitaire dans tous les endroits du monde, il est majoritairement blanc. Enfim, como você nunca sucumbiu a, tipo, cara, não vai dar certo. Et donc comment vous avez fait pour ne pas succomber et vous dire non mais j'y arriverai jamais, ça va jamais marcher. Vamos parar. Vamos. Eu não conheço a realidade das Antilhas. Bon, donc je connais pas la réalité des Antilles françaises. Francesa, mas tem muito daquilo que você trouxe, parece muito com coisas do Brasil. Mais de ce que vous dites, en tout cas, ça ressemble beaucoup au Brésil. Em diferentes lugares, em diferentes momentos. À différents lieux ou à différents moments de l'histoire du Brésil. Em que pelo menos é o que eu entendo, as pessoas brancas trazem de outros países as pessoas para posições de liderança dentro das organisações, é isso? Ou en fait, donc voilà, effectivement, les personnes blanches, elles vont importer donc ici de l'Hexagone des personnes blanches pour occuper les postes de pouvoir ou décisionnels. Nós vimos isso em vários lugares do país, como no sul da Bahia. Et donc au Brésil aussi, on a eu la même chose, par exemple au sud de Bahia. Ou Amazônia. En Amazonie. Né? Então, em vários lugares do país, o Brasil é um continente. A gente vê, infelizmente, essa realidade em vários lugares. Et donc, au Brésil aussi, en fait, dans différents endroits du Brésil, on a eu ce même genre de situation. E está um pouco nesse território que eu chamo de Pacto da Branquitude. Et en fait, ça a beaucoup à voir avec ce que j'appelle le Pacte de la Blancité. Quem eu conheço em posição que é capaz, que engenheiro eu conheço capaz de tocar esse grande projeto? Donc, et en fait, les gens se demandent, quel ingénieur je connais qui serait capable de vraiment mener à bien ce projet? Em quem eu confio para dar essa responsabilidade? À qui fais-je confiance pour donner cette responsabilité? Igual a eu. Quelqu'un qui me ressemble. Sobre sociedade crioula, eu não conheço em nenhuma parte do mundo onde você teve colonização. Et donc, sur la société créole, bon, je connais aucun endroit au monde où il y a eu colonisation. Que nós não tivéssemos isso que você chamou de sociedade crioula, não é só no Brasil. Donc, aucun endroit au monde où il y a eu colonisation, il n'y a pas eu de société créole. A gente pode dizer que, por exemplo, no Brasil, mas em toda a literatura, a gente vê um tempo em que o negro precisa resgatar a sua história e a sua própria condição de negro. Et donc, en fait, le noir a eu besoin, à un moment ou à un autre de l'histoire, de sauvegarder sa propre histoire et de sauvegarder sa propre culture. Então, porque
do lado de uma cadeira onde senta um menino negro, senta um menino branco, e ambos, no Brasil, até pouco tempo atrás, aprendia só sobre a Europa, e só bom é branco. Et donc, jusqu'à il y a peu de temps, en fait, vous aviez deux élèves à l'école, un blanc, un noir, et ils n'apprenaient que l'histoire de l'Europe. Então, eu não vejo essa realidade crioula no Brasil só, nos Estados Unidos só, na Martinica só. Eu li todos esses lugares, sei que isso aconteceu em todos eles. Et donc pour moi, je fais vraiment la relation entre les États-Unis, le Brésil, la Martinique. J'ai lu un peu sur ces trois pays et je vois la relation entre les trois. Onde teve uma dominação por grupo que se disse o bom, o bonito, o competente. Donc on a eu la domination d'un groupe qui se prétendait le bon, l'unique, le compétent. E os escravizados, os que foram escravizados têm que empreender toda uma luta para ocupar o seu lugar naquela sociedade. Et où les personnes esclavagisées, en fait, elles doivent mener une lutte de tous les instants pour avoir une place digne dans la société. Eu sucumbi muitas vezes. Et donc, quant à la question, votre question, vraiment, j'ai succombé, j'ai lâché l'affaire beaucoup de fois. Mas o Brasil é um país tão complexo que a gente vai aprendendo quando você está tranquilo. Mais en fait, on va apprendre quand on est relax, quand on est tranquille. Então, já estávamos colocando muita literatura sobre igualdade de gênero nas escolas, igualdade LGBT, sobre raça, e de repente vem um governo trator qui derrubou tudo. Et donc en fait voilà, on avait réussi à mettre l'égalité de genre, à parler des questions LGBT à l'école, on avait bien avancé, et tout d'un coup arrive un gouvernement tracteur qui détruit tout. E agora nós estamos construindo de novo. Et donc aujourd'hui, il faut tout reconstruire de nouveau. Me parece que esse é o movimento da história. Donc parfois j'ai l'impression que c'est le mouvement éternel de l'histoire. E o Brasil é muito complexo, tem as empresas. A grande maioria das instituições, como eu já disse, tem lideranças brancas. A luta é para mudar isso. Et donc au Brésil, comme je l'ai déjà dit, comme les positions de direction sont occupées par les blancs, c'est une lutte perpétuelle pour changer ça. Sim, agora eu percebo eu percebo como se o segmento que foi excluído, indígena, negro, feminino, esteja civilizando um país. Mais moi, en fait, des fois, je pense que, enfin, je dis que le groupe des femmes, le groupe des Noirs, le groupe des Autochtones, ce sont ces groupes-là qui civilisent le pays. Educa. Ce sont eux qui éduquent le pays. Para dizer, o ar é de todos nós, o mar é de todos nós, não suje com as suas empresas. Nós estamos fazendo isso. Et donc, en fait, ce sont ces groupes-là qui disent l'air est à tous, la mer est à tous, ne salissez pas la planète. Então, eu penso que os movimentos sociais eles educam a sociedade. Donc je pense vraiment que les mouvements sociaux, ce sont eux qui éduquent la société. E essa não é uma tarefa fácil. Et c'est pas une tâche facile. Então eu sucumbo muitas vezes e volto a ter esperança muitas e muitas vezes. Agora eu estou muito esperançosa. Donc je succombe beaucoup de fois, mais ensuite je retrouve l'espoir. Et en ce moment, je suis dans une période où j'ai beaucoup d'espoir. Será que você respondeu a todos? Os conselhos sobre o racismo institucional. Só última coisa. Eu penso que somos nós, principalmente profissionais da área de RH, que podem ajudar os nossos meninos. Alguém que perguntou sobre isso. Et donc, juste pour finir sur la question des ressources humaines et du travail, je pense vraiment que ce sont nous, les professionnels des ressources humaines, qui pouvons aider ces jeunes qui cherchent des emplois. Então, se de lado nós mulheres negras, indígenas, temos que melhorar nosso currículo ou aprender sobre como entrar nessa ou naquela corporação, as corporações têm que mudar também. Et donc, c'est vrai que nous, les femmes noires, etc., il faut qu'on apprenne à changer nos CV, comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans les entreprises, certes, mais il faut aussi que les entreprises changent. As duas coisas sempre juntas. Il faut que les deux aillent ensemble. Acho que é isso. Merci. Nous devons clore... On doit clore la session questions-réponses.
Je vous laisse prendre le mot. Non, simplement pour remercier la conférenciante qui nous a permis de mieux comprendre le Brésil. Mais c'est vrai qu'il y a des contextes différents qui sont pas toujours faciles à comprendre. Je terminerai sur une donnée chiffrée qui est peu connue et qui passe difficilement dans les médias français lorsqu'on en parle. Il y a au Brésil chaque année 6000 personnes qui sont tuées par les polices. Sur ces 6000, 77% sont des jeunes noirs. São negras. Sim, Então, isso eu queria falar esse dado. Sim, e como diz o Daniel sempre, a gente usa genocídio da juventude negra no Brasil porque acontece muito mais do que um genocídio a cada ano, né, Daniel? É isso que você... C'est pour ça qu'au Brésil, en fait, on parle beaucoup de génocide de la jeunesse noire parce que ce genre d'assassinat ou de boucherie dont je parlais arrive souvent. Donc, et le dernier génocide qu'il y a eu en Europe, c'était pendant la guerre de Bosnie, où il y a eu 8500 personnes assassinées. Et donc, nous, tous les ans, on a plus du triple de ce chiffre-là de jeunes noirs qui sont assassinés tous les ans. Voilà.